Le saviez-vous? Selon les recherches du docteur Gottman, un couple sur deux se sépare non pas parce qu'ils se disputent trop, mais parce qu'ils ne savent pas réparer les dégâts après leur dispute. Pensez à ces artistes japonais qui restaurent les pots cassés en porcelaine en y injectant de l'or fondu. On appelle ça le kintsugi. Ils ne cachent pas les fêlures, ils les subliment. Et si c'était ça, le secret des couples qui durent longtemps? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 habitudes puissantes que cultivent les couples heureux et comment les appliquer même si aujourd'hui, votre relation te semble à bout. Tu vas découvrir pourquoi ce ne sont pas les grands changements qui font durer un couple, mais des gestes minuscules répétés chaque jour. Tu vas découvrir les 4 habitudes simples mais puissantes qu'on retrouve chez tous les couples heureux selon la recherche et la science du couple. Et surtout, comment vous pouvez commencer à les appliquer tout de suite, même si aujourd'hui, vous vous sentez loin l'un de l'autre. Mais d'abord, laisse-moi te montrer pourquoi ces micro-habitudes sont si essentielles. Ne pas cultiver les bonnes habitudes dans le couple, c'est comme laisser les factures s'empiler sans les ouvrir. Tu crois que ça va passer jusqu'à ce que ça déborde. On attend les grandes vacances, un anniversaire, une pause pour se retrouver. Mais la vérité, c'est que la qualité du lien se joue dans le quotidien. Et parfois, on attend trop et le lien étouffe. Alors la première habitude, c'est de se tourner l'un vers l'autre, même dans les petits moments. Ça peut sembler tout bête, mais tu sais ce qui différencie les couples qui durent longtemps de ceux qui finissent par se perdre dans le silence ou le ressentiment? Ce n'est pas une communication toujours parfaite. Ce n'est pas non plus un calendrier de rendez-vous amoureux toutes les semaines. Ce qui change, c'est la capacité à se tourner l'un vers l'autre dans les micro-moments du quotidien. C'est Gottman qui appelle ça « turning toward instead of turning away ». Par exemple, tu passes à côté de ton partenaire dans la cuisine et il te dit « Tu as vu cette lumière dehors ce matin? C'est fou, non ?» Et tu as 2 choix. Tu peux faire « sans lever les yeux parce que tu es trop dans tes pensées. Ou alors tu peux juste dire « Ah ouais, tu veux qu'on aille boire un café ensemble ?» Une réponse simple, un regard, une main posée sur son épaule, un clin d'œil, un sourire au moment où vous vous croisez. C'est ça ce qu'on appelle des moments où on se retourne l'un vers l'autre, des offres de connexion. Et à chaque fois que tu y réponds, tu fais un dépôt dans le compte affectif du couple. Et c'est là que tout se joue. Les couples qui vont bien n'ont pas plus de chance que les autres. Ils ont juste appris à ne pas rater ces petites fenêtres de présence. Ils les prennent au vol, ils les nourrissent. Même un « je t'écoute après ce mail » vaut 1000 fois mieux qu'un silence lourd et pesant. Parce que ce que l'autre entend, c'est « tu m'as vu, tu m'as entendu, tu ne m'as pas ignoré ». Alors si toi aussi ça te fait plaisir que l'autre réponde même par un petit geste, écris « oui » en commentaire si ça te parle. À force de répéter ces petites connexions, le lien devient plus solide, presque invisible mais incassable. La deuxième habitude, savoir réparer après un conflit. Vous savez, il y a dans l'inconscient collectif cette image d'un vrai couple heureux. Vous voyez, ce couple qui se dispute jamais, qui se comprend au quart de tour, qui finit la phrase l'un de l'autre, on l'a tous en tête, non? Alors, vous savez quoi? Oubliez ça. Les disputes et les tensions ne sont pas des anomalies, elles font partie du voyage du couple. Ce sont des fissures naturelles dans une relation vivante. Mais voilà le piège. On croit que dès qu'un pot est fêlé, qu'il est foutu, et on le jette. Ou pire, on tente de le rafistoler vite fait en faisant comme si de rien n'était. Et résultat, ça tient un temps, puis ça craque à nouveau, encore plus fort. Et c'est là qu'intervient cette magnifique pratique japonaise qu'on appelle le kintsugi. Tu connais? Quand un pot en porcelaine se brise, l'artiste ne le cache pas. Il ne colle pas les morceaux avec une colle invisible, non. Il les assemble avec de l'or fondu. Et du coup, cette cassure devient une œuvre d'art. Et si on faisait pareil dans le couple? Parce qu'un pot cassé peut devenir encore plus beau et plus précieux, à condition de prendre le temps de le restaurer, avec du soin, de l'intention et un peu d'or relationnel. Tu sais, les couples qui durent longtemps, ce ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais. J'insiste, ce sont ceux qui apprennent à réparer, à revenir l'un vers l'autre, même après s'être blessés. Car le vrai danger, ce n'est pas la dispute, c'est pas les conflits, c'est ce qu'on fait après. Et beaucoup de couples restent figés à ce moment-là de conflit.
Ils attendent que ce soit l'autre qui vienne s'excuser. Ils se renferment, ils se braquent, ils ruminent. Et au fil du temps, la blessure s'enkyste. Mais les couples heureux, eux, cultivent une autre habitude. Ils savent dire «on s'est loupé, désolé», sans forcément faire de grands discours. Parfois, c'est juste un petit geste simple. Après un silence, un regard qui dit «je suis là pour toi», une main tendue, même maladroitement mais sincèrement. Ils n'attendent pas que tout soit parfait. Ils osent restaurer, se demander pardon, même quand c'est fragile. Et c'est ça qu'on appelle dans la thérapie de couple une tentative de réparation. Selon Gottman, ce sont les meilleurs prédicteurs de longévité dans un couple. Pas de grands discours, mais des petits moments de réparation du lien faits au bon moment. Et si vous commenciez à les essayer vous aussi, et si tu sens que votre couple est en creux ou que tu ne veux pas le laisser s'éteindre, je t'ai préparé une masterclass gratuite qui va droit au but. Sauver son couple en 60 minutes. C'est un atelier clair dans lequel je t'explique comment recréer un climat de sécurité et comment ne plus t'épuiser seul dans la relation. Le lien est juste sous cette vidéo dans la description. La troisième habitude, c'est accepter ses différences. Dans beaucoup de couples, il y a ce vieux réflexe. Pourquoi tu fais toujours ça comme ça? Sous-entendu, tu ne pourrais pas être un peu plus comme moi, quoi. Hein, ça m'arrangerait bien. Et derrière, souvent, il y a une conviction implicite. Ma façon de faire est meilleure que la tienne. C'est une forme déguisée de dépréciation. Une critique à peine voilée. Une manière de pointer du doigt, de vouloir corriger l'autre. Mais vous savez, les couples qui durent longtemps, eux, font les choses bien différemment. En fait, ils ne cherchent pas à changer l'autre. Ils apprennent à se comprendre, à s'honorer dans leurs différences, même quand c'est inconfortable, même quand l'autre est très différent de soi. Et c'est tout le cœur des approches modernes et scientifiques les plus efficaces en thérapie de couple. Reconnaître que chacun vit des émotions uniques, qu'il a une histoire unique et qu'il y a de la place pour deux vécus dans la relation. Du coup, ils ne cherchent plus à avoir raison, ils cherchent plutôt à se rejoindre dans la vérité de l'émotion. Et ça change tout. Je vais te donner un exemple très personnel. Avec mon mari, on vient de deux milieux très différents. Et franchement, on a aussi des tempéraments très différents. Et en 15 ans de vie commune, bien sûr, il y a eu des désaccords, des tensions, des moments où on ne fonctionnait pas du tout pareil, mais on a toujours veillé à une chose, comprendre. Au lieu de me reprocher mon manque de ce côté pratique, terre à terre, ici et maintenant, il a appris à accueillir et même à aimer mon intuition introvertie dominante, mon NI avec tout ce que ça implique. L'anticipation du futur, parfois de façon anxieuse, la vision à long terme, l'imaginaire et même ce petit côté farfelu. Et moi, de mon côté, au lieu de lui reprocher son côté méthodique, terre à terre, j'ai appris à apprécier sa sensation introvertie, sa mémoire des détails, précieuse quand j'oublie ce que j'ai fait la veille, son sens du concret et sa capacité à m'ancrer quand je pars trop loin dans mes idées. Et du coup, on n'a jamais essayé de devenir identique. On a appris à créer un espace commun où les différences ne sont plus des menaces, mais des forces complémentaires. Donc les couples heureux ne nient pas ce qui les sépare. Ils l'intègrent avec douceur et surtout, ils apprennent à parler de ce que ça leur fait vivre sans se blâmer l'un et l'autre. C'est ça la vraie connexion émotionnelle. Ce n'est pas de la fusion, c'est reconnaître, respecter et s'honorer mutuellement. Alors la quatrième habitude, c'est exprimer ses besoins et pas en reproche. T'as déjà essayé ces restaurants asiatiques à volonté? Vous savez, les nouveaux trucs là où on peut commander ses plats préférés sur un iPad, c'est excellent. Tu sélectionnes tout ce dont tu as envie et tu crées ta commande parfaite. Mais si tu oublies d'appuyer sur valider la commande, bah là tu attends. Tu as faim, tu vois les autres être servis 2 fois, 3 fois, et chez toi, il n'y a rien qui arrive. Au bout d'un moment, tu commences à t'énerver. Mais pourquoi j'ai faim? Pourquoi ils m'ont rien apporté encore? Alors qu'en réalité, personne n'a jamais su que tu avais commandé. Alors dans un couple, c'est pareil. Si tu ne dis pas ce que tu ressens ou ce dont tu as besoin, tu risques de vivre dans le flou et d'en vouloir à ton partenaire pour un malentendu qu'il ne voit même pas, dont il n'a même pas idée. Donc ça, c'est un des basculements les plus puissants dans un couple. Pourtant, c'est très difficile à faire parce qu'on ne nous a pas appris à nommer nos besoins. On a grandi avec des phrases comme « arrête de te plaindre »,
faut pas trop en demander, si tu m'aimais vraiment, tu saurais ce dont j'ai besoin et ainsi de suite. Et dans un couple qui dure, ça ne fonctionne pas. Les reproches épuisent, les attentes silencieuses finissent par exploser. Les couples qui durent longtemps, eux, ont compris qu'un besoin exprimé, c'est une passerelle, un pont vers l'autre, et que le reproche est un mur. Et là, tu sens immédiatement la différence. Au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi », ils disent plutôt « ce qui me ferait vraiment du bien, c'est qu'on prenne le temps de s'asseoir l'un à côté de l'autre ce soir. » C'est concret, c'est clair, et surtout, ça ouvre une possibilité à l'autre, plutôt que de le mettre sur la défensive. Les couples solides ne cherchent pas à éviter les tensions. Ils apprennent à dire les choses avant que ça déborde. Ils apprennent à nommer leurs émotions, à formuler ce dont ils ont vraiment besoin sans s'accuser l'un et l'autre. Par exemple, quand tu rentres, j'ai besoin d'un petit contact pour me sentir connecté à toi. C'est doux, c'est direct et c'est bien plus efficace qu'un soupir lourd ou quelque chose qui plombe l'ambiance. Les couples heureux ont appris à faire ce travail-là. Ils ne laissent pas leurs besoins devenir des armes. Ils les transforment en invitation à se rejoindre. Et c'est ça, la base d'un lien qui reste vivant longtemps. Tu vois, donc le bonheur conjugal, ce n'est pas une question de magie ni de chance, ce sont des gestes minuscules répétés avec intention, même quand on ne va pas bien. Et ces 4 habitudes-là, tu peux les mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant, à ton rythme, là où tu en es. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux apprendre comment reconstruire une vraie connexion émotionnelle avec ton partenaire. Alors clique juste ici pour continuer dans la prochaine vidéo sur la connexion émotionnelle, le vrai ciment du couple. Tu vas y découvrir les 3 piliers concrets qui permettent au lien de se régénérer même après des mois de distance ou de douleur.